Sophie Bellon, qui est présidente du conseil d'administration de Sodexo, et Pierre-André de Chalindar, qui est directeur général de Saint-Gobain. Je n'ai pas besoin de présenter ces deux entreprises, ça ira plus vite. C'est l'heure difficile, c'est l'heure où tout le monde commence à avoir faim, où l'hypoglycémie menace les cerveaux. Mais en fait, c'est bien organisé par Béatrice, car ce débat est un débat animé où nous allons vous montrer des photos. Et les photos, vous le savez, parlent plus que 1000 mots. Donc après les courbes très intéressante de Patrick Arcus, nous allons passer aux photos. Donc en fait, j'ai demandé à mes invités un petit exercice ludique, comme disait Jacques, qui est de raconter la mondialisation en photos. Et donc de nous apporter 3 photos qui illustrent pour chacun d'eux les bienfaits de la mondialisation, les choses positives, beaucoup de choses ont été dites sur ce plan ce matin, et évidemment les défauts de la mondialisation, les effets pervers, les éléments contre lesquels il faut lutter ou trouver des mesures, on en a parlé ce matin. Donc je vais commencer par la troisième. Et la troisième, une cause pour laquelle les entreprises concernées s'engagent. Voilà, on va commencer par vous, Madame Bellon. Donc, elle y est. C'est la bonne ? Oui, c'est la bonne photo. Bon, racontez donc, alors. Sur la photo, c'est Luis. Donc Luis, il vient de la région de Caimanes au Chili et il s'occupe depuis toujours des abeilles. C'est un passionné d'abeilles et donc on a travaillé avec lui et avec 150 autres producteurs de miel au Chili dans le cadre d'un programme de développement de nos fournisseurs et notamment de développement avec des fournisseurs, des petits fournisseurs. Et donc, en tant qu'entreprise mondiale, Sodexo, c'est un groupe de 21 milliards de chiffre d'affaires qui emploie 450 000 personnes dans 80 pays dans le monde et des personnes de 130 nationalités. Et on sert 100 millions de consommateurs. Et donc, on a à cœur de, évidemment, travailler avec des grands fournisseurs connus, mais aussi de travailler avec des petites et moyennes entreprises. Et donc, on a pris un engagement. Et aujourd'hui, déjà, on achète 1,9 milliard de valeur commerciale avec ces petites et moyennes entreprises. Et en fait, c'est vrai qu'on est une grande entreprise mondiale et on pense toujours à quelque chose de très gros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sodexo, c'est 35 000 sites et que, par exemple, en France, c'est 35 000 personnes sur 4 000 sites. Donc, en fait, c'est 4 000 petites entreprises avec une moyenne de 8 personnes sur chacun de ces sites. Et donc, on n'est pas du tout l'énorme mastodonte qu'on peut imaginer. Ce miel acheté à ce petit producteur, vous l'achetez moins cher que si vous l'achetiez Non, pas du tout. C'est une très bonne question. Alors, d'abord, cette initiative, elle a démarré il y a 3 ans, je crois, il y a 3 ans, et elle a pris beaucoup d'ampleur. Aujourd'hui, ça a triplé. Aujourd'hui, on a 1500 ruches qui fournissent tous nos sites au Chili de miel. Et donc, ça fait une production de 45 tonnes parce qu'ils fournissent à la fois nos sites, mais d'autres clients. Et justement, Luis, avant, il vendait son miel à 1 ou 2 euros. Et voilà, il s'en sortait à peu près. Mais aujourd'hui, parce qu'on a amélioré le packaging, la qualité, il y a eu des formations aussi sur la sécurité. Enfin, on a fait beaucoup évoluer le produit, mais toujours avec ces petits producteurs. Et aujourd'hui, le pot de miel est vendu 8 euros. Donc, voyez, Luis, il a tout à y gagner. Et nous aussi, parce que ça fait partie de notre mission de contribuer au développement économique, social et environnemental des pays, régions et communautés là où on opère. Et donc, voilà. Ça, vous le faites depuis quand ? Ça, on a démarré déjà depuis 3, 4, 5 ans même, et on a pris des engagements, par exemple, sur cet élément-là. On a pris un engagement d'ici 2025 que ce montant de à peu près 2 milliards passe à 10 milliards. Sur combien ? La totalité de vos achats ? Aujourd'hui, nos achats, c'est à peu près 6 milliards.
En 2025, je ne sais pas encore, mais j'espère que ça sera beaucoup plus. Donc vous nous avez expliqué pourquoi vous avez choisi cette photo, pardon. La suivante. Je fais les 3 d'affilée. Bah oui, c'est l'ordre qui a été choisi par. D'accord. Alors le slideshow. La suivante, c'est Amos. Alors Amos, Amos, c'est un Canadien. Et c'est un Canadien qui vient d'un milieu défavorisé et qui travaille à Toronto, au Canada, donc dans une de nos cuisines, et qui suit des formations et qui est encouragé pour déjà avoir un travail dans une entreprise, et là en l'occurrence dans une de nos cuisines, et ensuite pour se développer. Et donc aujourd'hui, on voit bien que la mondialisation fait qu'il y a toute une partie de la population qui est affectée et qui ne bénéficie pas de tous les bénéfices que peuvent apporter la mondialisation. Donc, on sait que le taux de chômage, par exemple en France, il est autour de 10%, même s'il commence un peu à baisser, mais on sait que c'est certaines populations et certaines personnes venant de milieux défavorisés ou qui n'ont pas beaucoup de formation, le taux de chômage est encore plus élevé, hein, et ça peut aller de 20 à 25%, plus de 20% chez les jeunes. Et donc, nous, il se trouve que dans nos métiers, on emploie beaucoup de gens qui sont peu qualifiés. Mais quand on les embauche, c'est aussi une opportunité d'avoir un travail, d'avoir accès à un emploi, parfois à un crédit, à un logement, et aussi à de la formation. Et parce que c'est très important pour nous. Et donc à la fois, c'est une insertion sociale, mais c'est aussi un développement. Et par exemple, en France, on a mis en place des formations, des CQP, des contrats de qualification professionnelle. Et chaque année, 200 personnes, plus de 200 personnes bénéficient de ces formations. Et donc, par exemple, dans une cuisine, vous pouvez démarrer plongeur, ou vous pouvez démarrer employé de service, et puis après, vous devenez chef de groupe, et après, vous devenez commis de cuisine, et après, vous devenez cuisinier, et puis après, responsable du site. Et donc, voilà, donc quelqu'un comme Amos, et on fait ça en France, mais on fait ça dans d'autres pays, il bénéficie de ça, et nous, on estime qu'on doit contribuer même en tant que grande entreprise mondiale, localement, on doit contribuer à intégrer toutes ces personnes et à leur faire bénéficier de notre groupe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en France, c'est 4000 sites, par exemple, et sur chacun des sites, il y a en moyenne 8 personnes. Alors, ça peut être 2 personnes, comme ça peut être 50 personnes. Mais donc, du coup, après, vous faites partie d'une équipe, et puis vous avez la possibilité d'évoluer, soit sur ce site, soit d'aller sur un autre site. Voilà, ça, c'est ma deuxième photo. Et la dernière? Alors, ma troisième photo, c'est Elisandra au Brésil, qui elle travaille dans une favelas de Sao Paulo, et qui, elle, a démarré une initiative avec un certain nombre de femmes de cette favelas, de culture maraîchère et de faire pousser des fruits et des légumes, et aussi de démarrer un petit restaurant où justement on sert les fruits et les légumes qu'elles ont cultivés, et où ces femmes qui n'avaient pas forcément accès à l'emploi travaillent et donc font cela. Et en fait, Elisandra, elle a pas 30 ans. Elle a démarré cette initiative avec quelques femmes dans la favelas, et en fait, elle a été primée par notre fondation Stop Hunger. Donc Stop Hunger, c'est une fondation qui a été créée depuis plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis, mais qui maintenant opère dans une trentaine de pays. Et c'est une fondation de lutte contre la faim. À un moment, on faisait des sponsorings dans différentes activités, mais vu que la faim, c'est quand même
un grand sujet pour nous. On a tout recentré sur la lutte contre la faim. Et donc, elle a eu un prix. Et voilà. Et je pense que c'est vrai que c'est un peu là, c'est pas un collaborateur, mais c'est plus elle est bénéficiaire d'une initiative de notre fondation. Et je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi le fait que ce soit une femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études. D'abord, il y a 1 personne sur 9 qui souffre de la faim dans le monde. Et sur ces personnes qui souffrent de la faim dans le monde, il y a 70% qui sont des femmes. Et ensuite, il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que quand on éduquait et qu'on donnait plus de moyens aux femmes, ça aidait et ça résolvait plus vite les problèmes de faim dans le monde. Voilà, que quand une femme était instruite, ses enfants avaient plus de chances de bien manger, et que si on donnait les mêmes moyens aux femmes que les hommes ont aujourd'hui, ça ferait 150 millions de personnes en plus qui pourraient manger à sa faim. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu Et cette fondation ma photo coup de cœur. Lysandra, il y en a beaucoup, vous en primez chaque année combien ? En fait, on en prime à peu près 7 ou 8 chaque année, mais surtout ce qu'on fait aussi, c'est que on donne des prix aussi à nos collaborateurs, parce que eux, sur leur site, font aussi parfois des initiatives. Par exemple, là j'ai en tête une école aux États-Unis, voilà, dans la banlieue de Chicago, où notre responsable du site, il savait que les enfants n'allaient pas forcément très bien manger le week-end, et donc il s'était organisé pour que tous les vendredis soirs, chaque enfant parte avec un petit panier. Voilà, donc en fait, on a aussi beaucoup de collaborateurs qui, de leur propre initiative, organisent des événements ou des actions sur leur site, et donc on prime aussi, voilà, on donne aussi des fonds, et puis on fait aussi on travaille avec nos clients et nos fournisseurs aussi pour rassembler et redistribuer cet argent toujours en faveur de la lutte contre la faim. Pour conclure, si je peux vous demander pourquoi vous avez choisi ces photos pour illustrer le thème de la mondialisation ? En fait, j'ai choisi ces photos parce que d'abord, ce qui m'a frappé, parce qu'après vous m'avez envoyé vos photos et les photos de Monsieur Jalandar. Donc ce qui m'a frappé, c'est que déjà moi sur mes 3 photos, mais je les ai eues après les vôtres, il y avait des femmes et des hommes. Donc déjà, et en fait, pour nous, c'est tellement naturel, on est tellement un métier de femmes et d'hommes qu'en fait, en choisissant les photos, voilà, on n'a pas pensé à autre chose, alors que vos photos sont très belles aussi et qu'on aurait pu aussi prendre d'autres photos. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que Sodexo, je l'ai dit, on est 450 000 personnes, on est le premier employeur français dans le monde. On est le 19e employeur mondial, et en fait, on ne se rend plus compte, mais tout est autour des femmes et des hommes. Alors que ce soit les femmes et les hommes qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit les femmes et les hommes que l'on sert, que ce soit les femmes et les hommes qui font partie des communautés, comme Louis, parce qu'il est voilà, il fait partie de... Il est au Chili, et puis et c'est un petit entrepreneur, et donc il fait partie de la communauté dans laquelle on opère. Et donc, voilà, donc je pense qu'en fait, c'est ça le thème récurrent. Et pourquoi j'ai choisi ça ? Parce que nous, on est convaincus, et ça fait partie de notre mission, on a une double mission, améliorer la qualité de vie de nos équipes et des personnes que l'on sert, et contribuer au développement économique, social, environnemental des régions et des communautés où l'on opère. Et ça, c'est notre mission depuis plus de 50 ans. Et c'était quand même assez visionnaire, voilà, de la part de mon père, d'avoir cette vision à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde parle de qualité de vie, mais à l'époque, pas grand monde. Et donc, voilà, et mon message, c'est de dire, mais même dans une grande entreprise, c'est de notre devoir de contribuer et d'avoir un impact positif à la fois sur nos équipes, ou les personnes que l'on sert, ou les communautés dans lesquelles on opère. Merci beaucoup. Et ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, après toutes ces discussions sur la mondialisation, on montre un petit peu aussi des gens qui sont concernés. Pierre-André de Chalandard, hop, ça marche formidablement bien. Donc même exercice. C'est pas ça, ma première photo. Ah, c'est pas ça. Alors je vais aller sur la deuxième. Non. La troisième. Non. Ah mince. C'était avant. C'était avant. Oui, vous avez sauté. Alors je reviens en arrière. Hop. Avant. Il manque ma première photo. Ah. Aïe. Attendez, je vais aller au bout. C'est la technologie.
Peut-être, ça c'est les miennes. Posez vos questions par SMS. Votre première n'y est pas. C'était des femmes et des hommes en plus. C'était pour répondre à Sophie Bellon qui me disait que je parlais pas des hommes et des femmes, mais la première, évidemment, voilà, on l'a scotché. Je vais la trouver là, peut-être. Ma première photo, c'était pour illustrer un élément positif de la mondialisation. Le premier élément positif, c'est bien évidemment, et on le dira jamais assez, c'est celle-là, ma première photo. C'est celle-là. Oui. Donc je la décris ici. On voit un groupe d'hommes et de femmes avec des. Je vais la décrire. Voilà, décrivez-la. Voilà. Donc c'est l'augmentation, c'est le fait qu'il y a une part très importante de la population mondiale qui est sortie de la pauvreté. C'est votre première photo au Chili. Moi, j'ai voulu illustrer un aspect un peu différent qui est, c'est symbolisé, c'est toute une série de personnes assez diverses qui discutent entre elles et qui sont toutes connectées avec un ordinateur et des smartphones et qui discutent tout en étant connectés. Ce que j'ai voulu illustrer, c'est la dernière phase de la mondialisation avec la digitalisation. C'est l'accélération très très forte de l'ouverture au monde, de la connexion de tout le monde qui facilite la prise en compte de la diversité. Alors d'ailleurs, dans cette photo, il y a aussi le fait que la mondialisation, c'est une certaine ouverture à la diversité. Donc la mondialisation, c'est l'ouverture au monde, c'est le fait qu'on peut être au courant de ce qui se passe partout, c'est le fait qu'on s'informe très bien, qu'on est connecté, et donc on est plus ouvert, on est plus divers, et on est... De ce point de vue-là, on est plus riche de cette diversité. Alors, si je me place d'un point de vue de l'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire, cette plus grande connectivité, ouverture ? Ça veut dire, pour beaucoup d'entreprises, notamment toutes les entreprises qui ne travaillent pas en direct avec le consommateur final. C'est le cas de Saint-Gobain, où on vend essentiellement des matériaux de construction à des professionnels. Ça veut dire que tous ces gens-là, aujourd'hui, dans tous les métiers, pour une entreprise comme Saint-Gobain, ce sont eux qui sont en train de prendre le pouvoir. Grâce à tout ça, ils sont en train c'est eux qui vont jouer un rôle pour dire ce qu'ils vont vouloir. Parce qu'ils vont s'informer. Ils vont être au courant de tout ce qui se fait dans tous les domaines. Ils vont savoir mieux que les professionnels, ou aussi bien que les professionnels, comment on fait les choses. Et donc, ils vont prendre le pouvoir. Et donc, pour les entreprises, ça veut dire, cet élément d'ouverture, de mondialisation, ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus proche du consommateur final. Alors, pourquoi c'est un bienfait ? Parce que je pense que tout ça, c'est assez vertueux. C'est que ce consommateur qui prend le pouvoir, il va avoir un impact de plus en plus important. Et les entreprises, elles doivent faire beaucoup plus attention à ce qu'elles font. Donc les enjeux, qu'on appelle les enjeux de réputation, deviennent extrêmement importants. Et je pense qu'à travers cette prise de pouvoir par ce consommateur mondialisé, on peut enclencher, en tout cas c'est un élément positif, on peut enclencher un cercle vertueux que les consommateurs, ils veulent des choses qui sont en ligne avec leurs valeurs. Et donc tout ça, ça va tirer vers le haut. Ça va aussi, comme le disait Patrick Artus, dans certains cas, ça peut aussi amener à une re-régionalisation, puisque le consommateur il va avoir des choses qui soient pour lui, donc individualisées. Mais je crois, ça va tirer vers le haut le comportement, ça va entraîner les entreprises à être plus vertueuses. Voilà, c'est l'élément positif. Et au passage, on voit effectivement l'importance de la communication, qui est un aspect de la mondialisation et qui, justement, petite remarque au passage, on parlait beaucoup de démondialisation depuis ce matin. C'est un domaine où la démondialisation n'a pas lieu. C'est la communication, c'est l'inverse. Et la deuxième photo, elle est un peu plus paradoxale. Elle est à la fois très lisible. C'est le Brexit. Bon, alors, pourquoi est-ce que le Brexit fait de la mondialisation ? C'est pas complètement évident, puisque si on regarde ce qui a été dit pendant la campagne, le référendum au Royaume-Uni, c'était au contraire que l'Angleterre devait se libérer d'une Europe étouffante pour devenir encore plus ouverte sur le monde. On s'aperçoit que tout ça, c'est totalement débile, et que le Brexit, ça va être vraiment une très mauvaise chose sur le plan économique, sur le plan politique. Et pourquoi je mets que c'est un méfait de la mondialisation ? Parce que c'est le premier grand exemple qu'on a vu sur le plan politique. Après, il y en a eu d'autres. J'aurais pu mettre une photo de Madame May avec Monsieur Trump, mais j'ai pris juste le Brexit parce que je pense que c'est
dans le temps un des premiers grands chocs en retour d'un manque de pédagogie sur les bienfaits de la mondialisation. Parce que, contrairement à ce qu'ont dit les tenants du Brexit, en fait, ils ont gagné leur référendum, pas du tout sur ce discours-là, ils ont gagné le référendum parce que c'était une vraie crise identitaire, hein, et c'est un repli sur soi, à la fois sur les sujets de l'immigration et sur la peur d'avoir perdu son identité. Donc le danger de la mondialisation, eh bien, c'est de ne pas expliquer suffisamment ses bénéfices, et donc du coup d'avoir des chocs en retour de repli sur soi qui sont extrêmement dangereux. Voilà ce que j'ai voulu montrer dans cette deuxième photo. Très jolie photo. Et alors la troisième photo, ça c'est une cause qui me paraît importante. Alors je l'exprime pas avec les graphiques très savants de Patrick Artus tout à l'heure, mais c'est le sujet de l'environnement, de la biodiversité et du changement climatique. Vous avez vu les graphiques qu'a montré Patrick tout à l'heure. On n'est pas du tout dans la direction, dans la trajectoire qui est nécessaire. Et moi, je trouve que le prix de carbone à 18 € la tonne, on est encore assez loin de ce qu'il faut. Donc, cette photo, c'est dans cette vision quand même assez dramatique de ce qui peut se passer sur le plan du réchauffement climatique. Cette photo, c'est à la fois un message d'espoir, hein, mais d'un espoir fragile que la vie peut reprendre le dessus. Bon, mais la cause pour laquelle il faut s'engager, et sur laquelle j'ai engagé très fortement Saint-Gobain, c'est de lutter contre le changement climatique. À la fois, et nous on est particulièrement au cœur de ça, puisque aujourd'hui, près du tiers des émissions de gaz à effet de serre, elles viennent du secteur du bâtiment, dans lequel on sait très bien les éviter si on veut s'en donner la peine. Technologiquement, on sait faire. Hein. Et puis, c'est aussi d'essayer de produire de façon de plus en plus environnementale et propre. Et je pense que c'est une cause très importante pour toutes les entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait moi-même l'exercice. Ça, c'est une photo qui aurait pu paraître dans Géo. Elle est très jolie. On m'a demandé de faire l'exercice moi-même, donc je vous ai également apporté quelques photos. J'ai pas respecté la règle de 3, mais en fait, elles fonctionnent par couple, vous allez voir. Ce sont 3 sujets que nous avons produits pour Géo et qui sont passés récemment dans le magazine. Si certains d'entre vous, je sais que nous avons un grand lectorat parmi les professeurs d'histoire et de géographie, donc peut-être vous avez vu passer ces sujets. Ça, c'est une photo d'une ferme de roses au Kenya. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le marché mondial de la rose est dominé, bien sûr, par les Hollandais, mais un des plus grands producteurs mondiaux de roses, c'est le Kenya. Et les roses, vous savez, que vous achetez pour offrir à votre épouse ou quand vous faites un dîner en amoureux et qu'il y a quelqu'un qui vous propose une rose dans les restaurants parisiens, ça vient du Kenya. Pourquoi ça vient du Kenya? Parce qu'ils savent les faire en hiver et souvent, la Saint-Valentin, c'est en hiver. Il y a beaucoup de moments d'occasion où on a besoin de roses en hiver. Donc, c'est toute une chaîne mondialisée de la rose qui a été créée ces dernières années, avec un bout, effectivement, cette dame au Kenya qui fabrique une rose qui coûte en coût de production à peu près 1 centime ou 2 centimes et qui transite par une bourse en Hollande qui est une bourse où sont tradés, sont commercés, sont achetés, sont vendus tous les lots de roses qui ensuite arrivent dans nos supermarchés et chez les marchands de fleurs. Donc on a fait ce sujet dans Géo pour montrer que la mondialisation va se nicher jusque dans les produits les plus banals qu'on trouve dans notre univers quotidien. Voilà, ça c'est tout récent, c'est il y a 2 mois. C'est une photo prise dans la péninsule du Yamal. Péninsule, alors je ne ferai pas une insulte au professeur d'histoire-géographie que vous êtes en disant où se trouve la péninsule du Yamal. Donc c'est dans le nord de la Russie et c'est une région qui s'ouvre au monde aujourd'hui à cause ou grâce, ça dépend de quel point de vue on se place, du réchauffement climatique et qui ouvre la possibilité de vivre là-bas de façon plus longue dans l'année et aussi d'exploiter pour le bien ou pour le pire, les ressources naturelles, donc notamment le gaz. Et ceci bouleverse évidemment la vie des populations qui s'appellent les Nénètes dans la péninsule du Yamal, qui évidemment vivaient dans leur village jusqu'à il y a très peu de temps, ou de façon nomade ou semi-nomade, et aujourd'hui vont faire leurs courses dans la petite droguerie qui se situe dans la ville d'à côté.
Et cette région est appelée à se développer considérablement, puisque les Russes sont en train d'ouvrir ce qui s'appelle le passage du Nord-Est, de la route arctique qui passe par le nord et qui était fermée par les glaces jusqu'à présent. Donc là, c'est une nouvelle phase de la mondialisation qui s'ouvre via l'Arctique. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Et ça, c'est plus vieux, c'est un peu la mondialisation dont on a parlé qui se finit, mais enfin bon, quand même, la réalité oblige à reconnaître qu'elle est là. C'est en Chine, c'est à Yiwu. Yiwu, c'est le plus grand marché mondial des babioles. Alors par babiole, c'est les Pères Noël, c'est les chapeaux de Noël. Pendant la Coupe du Monde de foot, par exemple, tous les drapeaux que vous avez pu acheter ou pas sont venus de là-bas. En France, mais aussi en Asie. Récemment, j'étais en Papouasie, et il y avait, au moment de Noël, il y avait des chapeaux de Noël partout, dans un pays pas spécialement chrétien, et ben, ils venaient tous de là. Donc ça, ce sont des commerces, il y en a des centaines et des centaines qui exportent dans le monde entier les babioles qu'on trouve partout. C'est un travail d'un photographe qui les a pris un par un, qu'on a aussi publié récemment dans Géo. Et ça, c'est l'avant-dernière photo, après j'en ai encore une, qui illustre un côté véritablement sale de la mondialisation. La photo en noir et blanc a été prise par un photographe qui a effectué la première enquête sur le sujet dans Géo, un photographe qui s'appelle Stanley Green, photographe de guerre d'ailleurs, qui est décédé aujourd'hui et qui a fait la première enquête sur les déchets électroniques. Parce que qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une femme, c'est en Chine, à Guiyou, c'est une des plus grandes décharges électroniques du monde, où finissent nos ordinateurs, nos câbles, nos petits... le truc que je tiens en main, quand il sera foutu, il va arriver sûrement là-bas. Enfin, il y en a 2-3 dans le monde, comme ça, une au Nigeria et une au Pakistan, à Karachi. Et ce sont des enfants et des jeunes femmes qui dépiotent les petits objets électroniques et qui, évidemment, au passage, attrapent toutes les maladies les pires qu'on peut imaginer. Et donc, alors les Chinois sont en train de faire un petit ménage là-dedans et sont en train de réguler ça. Sous la pression internationale, mais enfin ça existe quand même encore beaucoup, et notamment là, et à chaque fois que je jette un câble ou un vieil ordinateur ou un vieil iPhone, je vois cette image, c'est pour ça que je l'ai gardée. Donc faites attention où vous jetez vos objets électroniques. Et celle-là, c'est la dernière, elle n'a aucune valeur technique, les autres sont des très belles photos. Ça, c'est une photo qui est, à Géo, on dit nulle, qui illustre en fait, qui est prise à la frontière franco-allemande. J'y tiens personnellement, c'est tout près de chez moi. Et en fait, il y a de longues années, disons avant l'ouverture des frontières, avant Schengen, avant l'Europe, il y avait ici un poste frontière avec des douaniers. Et je passais là très souvent pour aller en Allemagne et on devait s'arrêter, montrer ses papiers, voir se faire ouvrir le coffre par les douaniers, qui fouillait le coffre, etc. Et c'était il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, il y a un McDo. Et le McDo, c'est à la fois le diable absolu de la mondialisation, pour beaucoup d'entre nous, c'est la malbouffe, enfin je ne vais pas répéter tout ça. Et en même temps, chaque fois que je passe à ce poste frontière, à cet ex-poste frontière, c'est tout près du Rhin, eh bien je me dis finalement, entre les méchants douaniers qui fouillaient la voiture et qui demandaient les papiers, on attendait des heures pour passer en Allemagne, et le McDo, voilà, c'est aussi ça la mondialisation, c'est ne pas oublier que l'Europe finalement s'est construite aussi sur les frontières qui disparaissent, il y a des avantages et des inconvénients, et donc le débat est complexe comme vous avez pu le constater ce matin, donc je terminerai là-dessus. Excusez, la qualité technique de cette photo est nulle, mais elle a un fort attachement pour moi sentimental. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et à cet après-midi.